Et c'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui consiste à discuter ensemble des 5 erreurs à ne pas connaître en RSE, à ne pas commettre en RSE plutôt. L'idée est simple, c'est tout simplement de comprendre ce qui fait rater les démarches RSE, pourquoi est-ce que parfois c'est plus difficile pour certaines entreprises que pour d'autres. Donc voilà, il y a des conseils que je peux vous apporter, il y a des bonnes pratiques à suivre, il y a des erreurs à éviter, donc c'est l'objet d'aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, je suis Marion Martinez, je suis la fondatrice dirigeante de Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE pour les TPE-PME située à La Rochelle. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi, j'ai toujours travaillé en RSE. J'ai fait des études là-dedans à l'époque. Et puis, j'ai longtemps travaillé pour le label Lucie, que vous connaissez peut-être. C'est un label RSE qui vient labelliser les entreprises qui sont engagées et qui souhaitent le faire savoir. Et j'ai aussi travaillé pour la société Ecovadis, qui s'occupe d'évaluer les démarches RSE des entreprises. Et suite à ces 2 expériences, j'ai voulu créer ma société Rupture Engagée pour aider les entreprises à structurer leur démarche RSE, la déployer et aussi la communiquer, la valoriser. Allez, c'est parti. Pourquoi ce webinaire? Pour apprendre ce qui fait échouer les démarches RSE des entreprises. Voilà, entre l'activité que j'ai avec Rupture Engagée et les clients que j'ai accompagnés avec le label Lucie, j'ai vu peut-être défiler une centaine d'entreprises et elles ont toutes des points communs dans leur réussite ou au contraire dans leurs difficultés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous partager ça. On va aussi voir ce qui permet d'obtenir un retour sur investissement de sa démarche RSE, puisque naturellement, mettre en place une démarche RSE demande du temps, de l'investissement humain, de l'investissement financier. Et c'est important, je crois, que de pouvoir chercher à obtenir une démarche RSE efficace, concrète et rentable. Donc, les conseils que je vais vous apporter aujourd'hui permettront d'obtenir ce retour sur investissement. On verra aussi ce qui permet de faire durer dans le temps une démarche RSE concrète parce que on a constaté que souvent, ce qui faisait rater les démarches RSE, c'est que quand on la lance, on est plein de bonne volonté, on est enthousiaste, on est prêt à mettre en place plein de choses. Et puis finalement, la démarche RSE s'essouffle assez vite au fur et à mesure des mois. Et c'est peut-être ça la principale difficulté, c'est de faire durer une démarche RSE dans le temps qui vit, qui est vécue par tous et par l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà les 3 objectifs auxquels on va essayer de répondre et on aura ensuite un temps ensemble pour voir quels sont les prochains rendez-vous, quels sont les prochains webinaires ou formations qui sont organisés et pouvoir répondre à vos questions également. OK? Alors, première erreur que je vois souvent, dans les entreprises, chez les uns, chez les autres, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a la volonté d'un dirigeant, d'une entreprise de mettre en place une démarche RSE, la première chose à laquelle on va penser, c'est de réfléchir à un plan d'action. On va se dire: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour faire progresser mon entreprise dans sa démarche RSE? Quel est le plan d'action que je peux déployer?» Or, ce plan d'action, souvent, il est mis en place de manière trop précipitée dans l'entreprise et donc on s'engage sur des actions qui sont peu concrètes, qui sont peu efficaces et qui ne correspondent pas vraiment ni à la réalité des enjeux de l'entreprise, ni à la réalité des attentes des parties prenantes. Là, je viens d'introduire 2 notions clés qui consistent à prioriser les enjeux RSE de l'entreprise et dialoguer avec ses parties prenantes. On ne devrait pas débuter une démarche RSE sans avoir pris le temps de hiérarchiser, de prioriser les différents thèmes de la RSE. Vous le savez peut-être, mais la RSE est articulée autour d'une norme qui s'appelle la norme ISO 26000 et qui vient structurer la démarche RSE autour de 7 thèmes différents. Et bien naturellement, si tous les thèmes sont importants, ils ne le sont pas tous au même degré. Il est important de les prioriser, de les hiérarchiser. Et ça, avant même de mettre en place un plan d'action. Sinon, on risque de mettre en place un plan d'action sur des sujets qui sont peu pertinents. Donc, une des premières étapes à faire en RSE, c'est de faire le point sur tout ce que l'on fait déjà en RSE, faire un peu une auto-évaluation, faire un constat de base de d'où est-ce que l'on part. Ensuite, réfléchir à quels sont les éléments, quels sont les thèmes les plus pertinents par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre niveau, par rapport à vos objectifs et aussi et surtout par rapport aux attentes de vos parties prenantes.
Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes qui sont impactées, qui sont impliquées de près ou de loin dans la vie de votre entreprise. Donc, on va retrouver des parties prenantes internes, comme vos collaborateurs, mais aussi des parties prenantes externes, comme les clients, les prospects, les fournisseurs, le territoire, etc. Et donc, c'est très important, avant même de se lancer dans un plan d'action, que d'entamer une démarche de dialogue avec ces parties prenantes pour comprendre quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de notre entreprise et vis-à-vis de notre démarche RSE. Ensuite, on priorise, on hiérarchise les différents thèmes en fonction de ce qui est pertinent pour nos parties prenantes et pour notre activité. Et si besoin, ne pas hésiter à se faire accompagner par, évidemment par un consultant, mais ou tout simplement, au début, par une formation. Se former à la RSE va aussi comprendre que la RSE ne se résume pas qu'à l'environnement. Et quand bien même le thème environnemental est important, et l'environnement, ce n'est pas que le recyclage et les déchets. La RSE, ce n'est pas que les éco-gestes. Donc, probablement qu'une des premières étapes la plus pertinente que je puisse vous recommander, c'est de suivre une formation, puis de faire cet exercice sur les parties prenantes, sur la hiérarchisation des enjeux, et enfin seulement de réfléchir à un plan d'action qui doit intégrer toutes vos parties prenantes. C'est ce que l'on verra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc surtout, si vous êtes plein de bonne volonté, plein de bonne motivation, gardez ça parce que c'est précieux. On a évidemment besoin d'énergie pour lancer une démarche RSE, mais prenons le temps de structurer, de formaliser, d'y aller étape par étape, de manière à être sûr d'engager l'entreprise sur des informations, des actions concrètes et utiles pour elle. Hop. Deuxième erreur que je vois vraiment très, très souvent, c'est de ne pas prendre le temps, de ne pas faire l'effort d'impliquer ses équipes et ses autres parties prenantes. Donc, les parties prenantes, de manière générale, ne peuvent pas être exclues de sa démarche RSE, de notre démarche RSE. On peut avoir le plus beau plan d'action du monde, si on n'a personne pour le faire vivre, si on n'a personne qui comprend à quoi ça sert, si on n'a personne qui a envie de participer à notre démarche RSE, notre plan d'action, il ne va servir à rien. Ce sera un coup d'épée dans l'eau et c'est là où on va recueillir les frustrations et également le fait que sa démarche RSE n'avance pas, ne progresse pas et s'essouffle avec le temps, parce que c'est vraiment ça le risque. Quelque chose de très important à faire, c'est d'impliquer ces parties prenantes, notamment en priorité ces parties prenantes internes, c'est-à-dire ses collaborateurs. Peut-être que vous êtes dans le cas d'une entreprise qui a peut-être un responsable RSE ou au moins un référent RSE. Peut-être que vous-même, vous êtes en charge du déploiement de la démarche RSE de votre entreprise. Mais ce rôle-là, finalement, c'est un rôle de coordinateur, c'est un rôle de facilitateur, c'est un rôle d'animateur de la démarche RSE, mais vous n'allez pas pouvoir porter tout seul la démarche RSE sur vos épaules, à bout de bras, et la déployer à vous tout seul dans toute l'entreprise, auprès de tous, etc. Vous allez avoir besoin de l'implication de vos collaborateurs, de vos collègues, notamment des managers, puisque les managers vont faire le relais entre la stratégie RSE que vous avez peut-être définie avec votre direction et le terrain, vos collaborateurs qui font vivre au quotidien votre entreprise. Et si on n'arrive pas à avoir l'adhésion et la participation des managers, s'ils ne sont pas un relais pour vos projets, s'ils ne sont pas ambassadeurs des engagements que l'entreprise prend, ça va s'essouffler. Donc, en lancement de démarche RSE, avant même de construire le plan d'action, impliquons nos équipes. Moi, je dis souvent que pour réussir une démarche RSE, on a besoin de l'implication de son équipe et de l'impulsion du dirigeant. On a besoin des deux. Une démarche RSE sans moteur de la part de la direction ne peut pas fonctionner, mais si on n'a pas non plus du moteur de la part de nos collaborateurs, on va aussi se retrouver en difficulté. Donc, dès le départ, le plus tôt possible, sensibilisons nos collaborateurs à la RSE. Ça peut passer par des ateliers de sensibilisation à la RSE, des ateliers de sensibilisation au développement durable, comme par exemple la fresque du climat. Ça peut passer aussi par des formations. N'hésitez pas vraiment à augmenter leurs connaissances et leurs compétences à ce sujet-là et à les tenir au courant au fur et à mesure de vos avancées dans la démarche RSE avant même de construire le plan d'action.
puisque le jour où votre plan d'action sera prêt, vous aurez besoin des uns, des autres pour faire vivre ce plan d'action, pour répartir les tâches. Par exemple, vous irez peut-être voir la direction des achats pour dire, tiens, aujourd'hui, on va peut-être faire attention à avoir des fournisseurs qui sont eux aussi engagés en RSE. Si vos acheteurs n'ont jamais entendu parler du projet RSE, ne comprennent pas ce que c'est que des achats responsables et prennent ça un peu comme une nouvelle contrainte qu'on vient leur rajouter encore, qui va leur prendre du temps et les ralentir dans leur travail, vous allez avoir beaucoup de mal à faire vivre vos projets RSE. C'est pour ça qu'il est vraiment très important, dès que possible et le plus tôt possible, d'impliquer ces équipes, de les faire participer, en tout cas de les informer de vos avancées en RSE. N'attendons pas que le plan d'action soit prêt et n'attendons pas, encore pire, de déployer le plan d'action et de commencer à faire vivre la démarche sans la participation de nos collaborateurs. On en a besoin. Donc, impliquer ses collaborateurs, mais impliquer aussi ses parties prenantes externes, comme ses clients ou ses fournisseurs, qui sont peut-être les deux parties prenantes en priorité à intégrer. Pourquoi ? Parce que on peut avoir les plus beaux engagements RSE du monde. Si on fait travailler des sous-traitants ou des fournisseurs qui sont à l'opposé de nos engagements et de nos valeurs, ça ne va pas être très cohérent. On va se retrouver un petit peu en contradiction avec nos engagements et les objectifs que l'on souhaite atteindre. C'est pour ça que dès le départ, on doit dialoguer avec ses parties prenantes, notamment avec ses fournisseurs, pour dire tiens, mon entreprise s'engage dans une démarche RSE. À ce titre, nous aimerions connaître vos engagements et savoir si vous êtes prêts à progresser avec nous. L'idée, c'est pas de leur dire que s'ils ne sont pas engagés, on ne travaille plus avec eux. L'idée, c'est de dire que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous allez être vigilants au fur et à mesure des années, sur le moyen terme, à faire attention à ce que vos fournisseurs, vos partenaires suivent aussi cette direction, ce cap du progrès, de l'engagement et du mieux faire pour avoir un meilleur impact sur son environnement global. Idem pour ses clients, sensibiliser nos clients au développement durable, à l'usage responsable de nos produits ou de nos services, les sensibiliser à des bons comportements, à des comportements plus responsables, ça fait aussi partie de la RSE. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une démarche RSE, c'est une démarche qui est transverse et qui ne va pas concerner une seule personne de l'entreprise, mais qui va bien concerner toute personne qui est en lien de près ou de loin à un moment donné avec notre activité. Donc naturellement, les collaborateurs sont en première ligne, mais nos fournisseurs et nos clients également. Donc dans notre démarche RSE, n'hésitons pas à impliquer, à faire participer ou à minima à informer nos parties prenantes internes et externes de notre démarche RSE, de notre volonté de progresser et de notre souhait de les embarquer et de eux aussi les faire progresser vers la voie du mieux et du plus responsable. Troisième erreur consiste à penser que la ruche, le baby-foot ou planter des arbres suffit à se dire engagé, à se dire que l'on a mis en place une démarche RSE. On a forcément tous en tête un exemple d'entreprise qui a un jour communiqué sur la ruche qu'ils ont mis sur leur toit ou dans leur jardin, sur le baby-foot qu'ils ont mis dans la salle de pause pour améliorer la qualité de vie au travail et la performance et la motivation des collaborateurs. On a peut-être même en tête ces grandes entreprises qui nous offrent un arbre dès qu'on achète ou dès qu'on est client de leur offre ou service. Alors, évidemment, ce sont des bonnes initiatives et je vous encourage à préserver la biodiversité grâce à des ruches ou de la plantation d'arbres. Je vous encourage aussi à vous soucier du bien-être de vos collaborateurs en leur offrant des moments de détente et de pause grâce à un baby-foot ou des sessions de sport ou de yoga. Mais ne croyons pas que ça suffit à dire que l'on est engagé et à dire que l'on a une démarche RSE. Une démarche RSE passe également par des actions de fond et ça ne sert à rien de mettre en place un baby-foot dans la salle de pause si jamais on ne s'est pas posé la question du développement des compétences de nos collaborateurs, de leur intégration dans l'équipe et dans l'entreprise, d'un management bienveillant, d'une transparence
dans la communication de l'entreprise, et cetera. Vos collaborateurs, s'ils ne sont pas respectés, pas écoutés et pas considérés, ils n'en auront pas grand-chose à faire de votre baby-foot. Donc pensons bien, avant de faire des petites actions comme ça qui sont sympas, qui sont, concrètes, que l'on peut voir et qui sont facilement communicables et valorisables à l'extérieur, n'oublions pas de travailler sur les sujets de fond qui sont essentiels et indispensables avant même d'essayer de faire joli notre démarche RSE. Et idem pour les sujets environnementaux. Bien sûr que la ruche peut être fédérateur, c'est sympa parce que souvent on obtient des pots de miel que l'on peut offrir en fin d'année à nos collaborateurs ou à nos partenaires. Pareil, planter des arbres, on comprend tous qu'aujourd'hui le changement climatique, une des solutions passe par la reforestation de notre écosystème. Donc tous ces sujets-là sont importants, mais posons-nous la question avant de quels sont les sujets sur lesquels j'ai le plus gros impact environnemental. Peut-être que votre plus gros impact environnemental à vous, c'est dans les transports ou dans les déchets ou dans l'approvisionnement de matières premières. Et si c'est le cas, mettons en priorité un plan d'action en place pour réduire les émissions liées à nos transports, pour améliorer la gestion de nos déchets et le recyclage, éventuellement les réduire en amont, pour réduire aussi la consommation de nos ressources ou chercher à s'approvisionner de manière plus locale. Et ensuite, oui, mettons en place une ruche, des petits projets de réforestation, etc. Mais n'oublions pas de travailler sur les sujets de fond, puisque déjà, première raison, si on met en place une démarche RSE, c'est probablement que l'on cherche à avoir un impact positif sur notre planète et à chercher à réduire les impacts négatifs que l'on a avec notre activité. Donc, autant faire les choses correctement et se concentrer sur ce qui a le plus d'impact. Première raison, c'est d'être utile pour la planète. Et la deuxième raison, c'est aussi que vos collaborateurs, vos clients, votre écosystème, vos parties prenantes ne sont pas dupes. Et on est de plus en plus de consommateurs à ne plus se faire berner par des messages de communication, par du greenwashing ou des entreprises, je pense notamment à un concessionnaire auto qui nous vend un arbre dès qu'on achète une voiture. Voilà, on comprend bien que l'impact de notre voiture que l'on achète ne va pas être compensé, réduit et annulé grâce à un arbre qui est planté. Donc, agir sur des sujets de fond et sur des sujets essentiels et les plus pertinents pour votre entreprise vous permet non seulement de vous concentrer sur ce qui est le plus pertinent et le plus impactant et le plus utile par rapport à vos sujets RSE, mais aussi de ne pas rentrer dans cette communication de greenwashing où dans tous les cas, on va s'en rendre compte et ça ne va pas vous rendre service que de trop mettre en valeur ces petites initiatives qui sont quand même utiles et sympas, mais pas forcément, qui ne se suffisent pas à elles-mêmes pour autant. OK. J'ai aussi un exemple avec les éco-gestes. Vous savez, parfois, moi, on me dit: «Ah bah tiens, je vais rajouter dans ma signature d'email, imprimer cet email que si nécessaire», ou je vais mettre un petit panneau, au-dessus des interrupteurs pour dire d'éteindre les lumières avant de partir du bureau. Alors oui, évidemment que les éco-gestes au bureau, sont super importants, sont essentiels et que l'on doit tous, en tant que particulier ou en tant que professionnel, faire attention à ces petits gestes. Maintenant, on a bien conscience que même s'ils sont indispensables, ils ne sont pas suffisants. Donc concentrons-nous également sur les sujets de fond sur lesquels on peut avoir un véritable impact concret et grâce auquel on peut vraiment sensibiliser et faire progresser nos parties prenantes également. Quatrième erreur, c'est de ne pas oser communiquer en externe. Alors moi, je dis souvent que si on oublie ou si on n'ose pas communiquer sur ses efforts, sur ses bonnes pratiques, sur ses engagements RSE en externe, hein, auprès de son écosystème, de ses clients, de son territoire, de ses fournisseurs, on va vraiment passer à côté des avantages et des retours sur investissement que l'on peut obtenir de sa démarche RSE. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'une démarche RSE, c'est rentable, que ça permet d'augmenter sa rentabilité, sa performance. Par exemple, que ça permet, d'attirer des candidats, de réduire le turnover, de se différencier des concurrents, d'attirer des clients qui sont sensibles à ça.
Mais tous ces avantages-là, on ne peut les obtenir que si nos parties prenantes sont au courant de nos bonnes pratiques. On ne pourra jamais attirer un client ou attirer un candidat s'il n'a pas connaissance de nos engagements. Or, je rencontre beaucoup d'entreprises qui n'osent pas communiquer en externe pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que, comme on est imparfait et on ne se sent pas légitime à communiquer, on se dit: «Bah, oui, mais bon, moi je fais un petit bout, je fais de mon mieux, on contribue, mais c'est pas suffisant». Bah, c'est vrai, mais si je peux vous rassurer, tout le monde est imparfait, tout le monde présente des incohérences et ce qui différencie un imparfait d'un total imparfait, c'est qu'il y en a un des 2 qui va chercher à progresser et à faire de son mieux et on ne pourra jamais reprocher à une entreprise de communiquer de manière transparente tant sur ce qu'elle fait de bien que sur ses axes d'amélioration si elle s'engage à progresser et à s'améliorer. Souvent, les erreurs en communication RSE, c'est qu'on communique que sur ce que l'on fait bien et que sur les sujets qui sont facilement communicables, type ruche, type plantation d'arbres et type baby-foot. Or, je pense vraiment qu'il faut communiquer sur ce que l'on fait de bien, mais aussi sur la méthodologie, sur les choses que l'on met en place dans sa gouvernance RSE et aussi ne pas hésiter à communiquer sur ses imperfections, c'est-à-dire sur ses axes d'amélioration, sur les sujets sur lesquels on peut progresser et communiquer aussi sur les engagements que l'on prend justement pour être meilleur et pour avoir un meilleur impact. On ne peut pas reprocher à un mauvais élève ou à un élève moyen de chercher à faire de son mieux et de chercher à progresser. Par contre, on peut reprocher à un premier de la classe de se contenter de son niveau et de ne jamais chercher à faire mieux. Donc moi, ce que je vous préconise vraiment, c'est d'oser communiquer. N'ayez pas peur d'être imparfait, n'ayez pas peur d'avoir des incohérences et communiquer en toute transparence sur ce que vous pouvez faire de mieux et sur les engagements que vous prenez. Ça viendra renforcer le sentiment de confiance que vous aurez vis-à-vis de vos parties prenantes parce que peut-être qu'elles-mêmes se reconnaîtront dans vos incohérences et dans vos imperfections et c'est peut-être comme ça que vous donnerez aussi envie aux autres d'y aller en montrant que même si on est petit ou même si on est débutant ou même si on a des points d'incohérence et de moins bien, eh ben, ça ne nous empêche pas de faire de notre mieux, de chercher à progresser et de ne jamais s'arrêter justement dans cette démarche de progrès. Un autre sujet qui parfois empêche les entreprises de communiquer, c'est qu'on a peur du bad buzz, notamment sur les réseaux sociaux où il est très facile de se faire critiquer, de se faire, je ne vais pas dire lyncher, mais en tout cas, voilà, de se prendre un petit revers de communication. Ça, vous l'aurez surtout si jamais vous communiquez sur des choses anecdotiques en RSE. Là encore, je reprends mon exemple du baby-foot ou de la ruche, ou alors si vous communiquez que sur ce que vous faites de bien. On va moins se faire critiquer, on risque moins un bad buzz si on communique sur nos axes d'amélioration et sur les choses que l'on peut faire de mieux. Cette communication, j'insiste un peu dessus parce que c'est vraiment ce qui va venir différencier une démarche RSE qui vit et qui est rentable, c'est-à-dire où vous récoltez, le retour sur investissement du temps, de l'énergie et des moyens que vous avez investis. C'est ça qui va venir différencier une démarche RSE qui est rentable d'une démarche RSE qui ne l'est pas. Parce que communiquer, c'est vraiment la seule manière de pouvoir, recueillir le retour sur investissement, d'attirer des clients, de fidéliser ses collaborateurs, d'attirer des candidats. Tandis que si vous ne communiquez pas, pardon, ça restera une démarche entre vous, entre soi, qui va vous demander du temps, de l'énergie, de l'argent et qui peut-être vous frustrera votre direction ou même vous-même parce que, on ne pourra pas, atteindre ce retour sur investissement que l'on promet que l'on cherche à atteindre quand on lance une démarche RSE. Donc communiquer en externe, en acceptant ses incohérences et ses imperfections, en étant transparent sur ce que l'on fait de bien et sur ce que l'on peut faire de mieux et en partageant peut-être des indicateurs, des engagements concrets, chiffrés, qui vont permettre à ceux qui vous lisent, à ceux qui vous suivent, de pouvoir comprendre exactement ce vers quoi vous cherchez à tendre,
Communiquer, ça ne veut pas dire, faire un post tous les jours ou faire une newsletter toutes les semaines. Ça veut simplement dire intégrer à votre communication un encart, une phrase, une rubrique sur la RSE. Ça peut être sur, votre site internet, sur, votre blog, dans votre newsletter, sur les réseaux sociaux, mais ça doit vraiment s'intégrer au reste de votre communication. Et il ne faut pas en faire un sujet compliqué non plus. Évidemment que quand je dis qu'il faut communiquer, parfois les entreprises s'imaginent qu'elles doivent mobiliser, une nouvelle ressource, qu'il faut faire, des super posts, des super longs articles, des newsletters dédiés à la RSE. Moi, je vous préconise plutôt de faire simple. Je dis souvent qu'un fait vaut mieux qu'un parfait et que, peut-être que la clé dans la communication, c'est simplement chercher à être régulier et à intégrer la RSE dans votre communication, standard, dans celle que vous avez déjà. OK? Allez, dernière erreur que je cherche, un petit peu à déconstruire aussi, c'est de chercher à obtenir un label RSE trop tôt. Par exemple, moi, parfois, je reçois des coups de fil de prospects, d'entreprises qui me disent, «Bonjour Marion, on cherche à lancer notre démarche RSE et pour ça, on aimerait obtenir un label RSE». Alors, moi, je ne préconise pas de suivre cette méthode-là. Je ne pense pas qu'obtenir un label RSE en lancement de démarche RSE soit la meilleure idée du monde. Pourquoi? Bah, pour 2 raisons. La première raison, c'est que chercher à obtenir un label, c'est exigeant. Ça demande du temps et de l'argent et donc du travail et de l'implication en interne. Si vous, en tant que référent RSE, vous avez cet objectif d'obtenir un label dans les 6 mois de lancement de votre démarche, vous allez forcément brûler des étapes et donc commettre l'erreur numéro 1 qui est de aller trop vite. Vous allez forcément tout de suite vouloir formaliser un plan d'action, formaliser des documents, mettre en place des bonnes pratiques, alors qu'en interne, personne n'aura été sensibilisé, personne n'aura été informé du projet RSE et qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez tout simplement rajouter une contrainte à vos collaborateurs en les pressionnant, en les en leur imposant de nouvelles, manières de travailler, de nouvelles bonnes pratiques qu'ils ne comprendront pas et dont ils n'auront pas été sensibilisés. Avant de chercher à obtenir un label RSE, il faut bien respecter les étapes d'avant qui sont de sensibiliser et informer nos collaborateurs et en avoir fait un projet d'entreprise. Il ne faut pas que le label RSE débarque de nulle part alors qu'aucune démarche RSE n'est encore ni structurée ni formalisée. Prenons le temps en amont de structurer, de formaliser et de sensibiliser ces équipes à la démarche RSE. Un label RSE, c'est une bonne technique pour valoriser et pour, avoir une reconnaissance externe de son engagement. Ceci dit, ce n'est pas la seule manière de faire reconnaître son engagement. Il en existe plein d'autres. Donc aussi, avant de chercher à obtenir un label RSE, posez-vous la question de: «Est-ce que ma démarche est déjà structurée et formalisée? Est-ce que mon entreprise est déjà au courant de cette démarche RSE? Est-ce que tout le monde vit déjà un petit peu RSE en interne?» Et de 2, posez-vous la question de: «Est-ce que j'ai déjà cherché à communiquer et à valoriser mes engagements autrement?» Si la réponse est non, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas encore, ni formalisé votre, démarche RSE au travers de chartes, de rapports RSE, je ne sais pas, de plaquettes, de webinaires, de quoi que ce soit et donc bah, déjà que vous allez avoir du mal à apporter des éléments de preuve auprès de l'évaluateur. Autre problème qui peut se passer quand on cherche à obtenir un label RSE trop tôt, bah, c'est qu'on va vite, vite, vite chercher à créer des documents, à appliquer des bonnes pratiques. Donc, outre la résistance au changement dont on vient de parler plus tôt, il est aussi probable que lorsque l'évaluateur va venir, vous allez vraiment tout faire pour faire montrer patte blanche, heu, avoir, montré voilà, faire bonne figure auprès de l'évaluateur et montrer tout ce que vous faites. Mais le risque, c'est que lorsque l'évaluateur partira et vous aura remis votre certificat ou votre note ou votre rapport, suite à la démarche de labellisation, eh bien peut-être le risque, c'est que la démarche RSE s'essouffle et que vous aurez tellement mis d'efforts dans l'obtention de ce label
que, une fois que l'évaluateur sera passé, il y a un risque que ça s'essouffle et que jusque, les 18 mois plus tard, qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Moi, je compare souvent le fait d'obtenir un label au fait d'obtenir son permis de conduire. Naturellement, quand on se lance dans le projet, de conduire, de pouvoir, se déplacer partout dans le monde, et bah, on est super pressé d'obtenir son permis, que l'on peut comparer à obtenir son label. En revanche, avant d'obtenir son permis, et bah, il faut passer le code. On peut comparer ça à passer une formation en RSE, à se former pour bien comprendre de quoi on parle. Et on doit aussi prendre des heures de conduite, on doit aussi éventuellement faire de la conduite accompagnée et seulement après, on peut chercher à obtenir son permis. Et je pense qu'en RSE, c'est pareil. Avant d'obtenir un label RSE, on doit bien prendre soin, bah, de se former, d'avoir formalisé, d'avoir fait le point sur ce que l'on fait de bien et sur ce que l'on peut faire de mieux. Et seulement après, on peut chercher à obtenir un label RSE. Voilà. Maintenant, sachez aussi, on aura peut-être un webinaire dédié au label RSE une prochaine fois, mais gardez aussi en tête que concernant les labels, on en a des plus ou moins faciles à obtenir, donc des plus ou moins crédibles. Et si jamais vous cherchez à obtenir un label au début de démarche RSE, je vous préconiserai quand même le label Lucie, qui est un label de progrès, c'est-à-dire qui vient labelliser les engagements que vous prenez pour progresser. Donc quand on est au début de sa démarche RSE, c'est peut-être le label Lucie qui est le plus adapté. Hop, les prochains rendez-vous que je peux vous partager, on aura un prochain rendez-vous le 21 juin à midi, un nouveau webinaire sur le éco-gestes au bureau. On partagera une cinquantaine de bonnes pratiques d'éco-gestes que l'on peut appliquer dans toute sa vie professionnelle. Et on aura aussi un prochain webinaire le 12 juillet sur les 7 thèmes de la RSE. Donc, comme à chaque fois, ces webinaires sont gratuits et seront enregistrés. Ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas disponible à ces dates-là, n'hésitez pas à quand même vous inscrire pour recevoir le PowerPoint de présentation et le replay qui sera envoyé à la suite de l'enregistrement. Donc, vous pouvez retrouver ces événements et tous les autres événements que l'on organise sur l'onglet événements de notre site internet. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous pouvez consulter sur notre site internet également le catalogue des ateliers et des conférences RSE que l'on propose, puisque comme on l'a dit, on a besoin de faire vivre sa démarche RSE et on a besoin de sensibiliser et d'impliquer ses collaborateurs. Ça passe forcément par des ateliers de sensibilisation sur les RSE, sur la pollution numérique, sur les achats responsables, sur les éco-gestes, ou la fresque du climat, la fresque du numérique, ou d'autres ateliers comme ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que vous pouvez faire pour animer, sensibiliser et faire vivre votre démarche RSE. Et si jamais vous êtes au stade de lancement de votre démarche RSE, n'hésitez pas là aussi à vous former. Une journée de formation suffit à vraiment avoir les méthodes, les connaissances et les outils. Donc nous proposons 3 journées de formation différentes. Une première sur les fondamentaux de la RSE, une seconde sur structurer et déployer sa démarche RSE selon la norme ISO 26000 et une dernière sur comment animer et valoriser sa démarche RSE en interne et en externe. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement et rester à votre disposition une dizaine de minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.